Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au trafic de drogue et particulièrement à la culture du cannabis au Maroc. Il est intitulé « Le roi Mohamed VI donne carte blanche aux trafiquants de drogue ». Pour en parler, il y a avec nous le consultant de l'émission, Mouklan Etouarabi. Bonjour Mouklan Etouarabi. Bonjour Monsieur Cherfraoui, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci Mouklan Etouarabi. Alors, Mohamed VI, le roi du Maroc, a pris lundi 20 août 2024 une décision ahurissante. Il a décidé de gracier plus de 4800 agriculteurs faisant l'objet de poursuites ou condamnés dans des affaires de culture illégale de cannabis. L'objectif de cette grâce, indique le ministère marocain de la Justice dans un communiqué tout aussi ubuesque, est de permettre aux bénéficiaires de s'intégrer dans la nouvelle stratégie lancée après la légalisation partielle de la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Je rappelle que le Maroc est, selon l'ONU, le premier producteur mondial de résine de cannabis. Il en produit chaque année 700 tonnes. Un rapport du département d'État qui a fait grand bruit en son temps a affirmé que la production de cannabis au Maroc équivalait à 23% du produit intérieur brut marocain qui s'est élevé en 2016 à 100 milliards de dollars. Le trafic de cannabis rapporte annuellement à Rabat 23 milliards de dollars. Alors, il paraît clairement, M. Mouklan Etouarabi, que le Maroc assume maintenant ouvertement son statut de narco-État. Tout à fait. Après de longues décennies passées à cultiver le cannabis de manière clandestine, mais bien évidemment avec la bénédiction de tout l'appareil d'État et sécuritaire marocain, aujourd'hui, et depuis plus précisément la promulgation d'une loi autorisant l'usage, l'utilisation et la culture du cannabis à des fins thérapeutiques, ce qui n'est qu'une couverture, sachant que la production du cannabis au Maroc est en quantité industrielle qui dépasse loin les besoins qui pourraient être thérapeutiques ou à des fins de recherche médicinale. C'est 700 tonnes. On fait une évaluation 700 tonnes, mais certaines études partent de 3000 tonnes carrément, parce que le Maroc fait tout pour cacher les vrais chiffres, pour ne pas effrayer le monde et pour ne pas s'attirer justement les griffes, les foudres de la communauté internationale, sachant que cet argent est recyclé dans des circuits formels. Donc aujourd'hui, nous assistons donc à une reconnaissance, décision carrément du Palais Royal d'assumer ce statut de narco-État. Sinon, comment qualifier la libération de près de 5000 narcotrafiquants, parce qu'il faut les appeler comme ça. On ne les a pas mis en prison parce que ils ont pris un joint, mais tout simplement parce qu'ils cultivaient la résine du cannabis. Et s'ils ont été arrêtés aussi, c'est sous la pression internationale. Il fallait que le Maroc donne des gages de bonne volonté de lutter, soi-disant, contre ce phénomène. Aujourd'hui, il a trouvé cette prouesse, ce subterfuge de légaliser l'usage et la culture du cannabis à des fins thérapeutiques. Sous cet emballage aujourd'hui, il assume carrément ce rôle de premier producteur mondial de cannabis et son statut de narco-État, sachant que tout
tous les rapports des services de sécurité de par le monde de saisie de cannabis parlent de provenance du Maroc, que ce soit en Afrique ou en Europe ou dans d'autres régions du monde. On parle toujours de la résine du cannabis marocain et pas d'autres pays. Ce pays a pratiquement le monopole du marché illégal du cannabis dans la région et dans le monde, je crois. Tout à fait. D'abord, il fait partie des premiers pays qui se sont lancés dans cette activité, concentrée dans des régions montagneuses du Rif marocain, historiquement hostiles à la monarchie marocaine. On va y venir. Justement, mon problème avec l'Arabie, c'était l'objet de ma question. Alors, où exactement est produit le gros du cannabis qui provient du Maroc? En fait, vous prenez ce qu'on appelle le Rif, oui. qui donne sur la Méditerranée. Vous avez plusieurs régions. Vous avez donc c'est un département marocain, c'est une région marocaine provinces. Qui est dans le nord-est, c'est ça? En fait, c'est le nord. On peut dire le nord, nord, parce que il va de l'est jusqu'à à l'ouest. Oui. Donc il y a trois principaux départements. El Husseymia qui est frontalière avec l'Algérie pratiquement. Il y a il y a pratiquement à la frontière avec l'Algérie. Oui. Vous avez Chefchaouen et vous avez Tétouan. Il y a deux autres régions. Ouzana et Larache aussi qui sont, mais les principales ce sont les trois premières. Donc toutes ces localités, c'est pas des localités, c'est des provinces carrément. Donc, qui constituent le Rif. Voilà, qui constituent le Rif marocain. C'est des régions montagneuses extrêmement pauvres, historiquement donc en raison notamment de leur hostilité à la monarchie marocaine. Ils ont été complètement délaissés, pas d'infrastructure, pas d'emploi, baignés dans l'extrême pauvreté. Le roi, le défunt roi du Maroc, Hassan II, a décidé de les inciter justement à aller à cultiver la résine du cannabis. Oui. C'était un piège justement parce que certaines localités de cette région maintenant sont devenues des plaques tournantes de tous les trafics. Donc c'est une manière de domper un peu les populations de cette région en les jetant dans l'illégal pour mieux les réprimer quand il faut les réprimer et en même temps pour les faire taire définitivement. Aujourd'hui, ces populations dépendent de l'économie de la région est basée construite sur le essentiellement commerce pour du ne pas cannabis. dire exclusivement sur la culture et le commerce, la transformation et tout le processus qui est lié à cette culture. Donc, on parle de près de 750 000 personnes qui sont employées dans cette culture, justement, dans cette activité, ce qui est quand même assez considérable et en raison notamment de l'incapacité de l'économie marocaine à générer des emplois. Donc, aujourd'hui, si on arrête cette culture, 700 000 emplois, on ne peut pas les trouver au Maroc. L'économie marocaine ne peut pas justement créer autant de postes d'emploi. Oui. La situation économique marocaine aujourd'hui est telle que donc le roi et l'appareil dirigeant marocain d'une manière générale, le Marzen comme on l'appelle, a décidé d'introduire donc de légaliser cette activité. Pour mieux profiter des revenus qui sont assez colossales. Vous avez commencé par planter le décor en parlant de 23 milliards de dollars de revenus estimés annuellement, ce qui est considérable. Ça représente pratiquement le quart du PIB marocain. Voilà, donc
aujourd'hui, dans la situation actuelle du Maroc, le cannabis est une arme à la fois sur le plan économique, mais on en parlera aussi. Oui. C'est une arme qui est utilisée à des desseins inavoués. Oui, justement, dans votre exposé, Mohamed Touarabi, vous aviez dit que la connexion entre l'establishment marocain et les trafiquants de drogue, appelons les choses telles qu'elles sont, en réalité remonte à très loin. Elle remonte à très loin, effectivement. Toutes les études sur la culture du cannabis au Marocain disent que... La connexion est claire. Disent que c'est le Palais Royal qui était à l'origine du lancement de cette culture au Maroc, oui, en ciblant cette population pour, au départ, des raisons politiques. Oui. Sachant que le cannabis, on pouvait le planter dans d'autres régions, mais on a choisi le Rif. Voilà, c'est pas fortuit, c'était par rapport à la nature de la population de cette région. C'est la seule région au Maroc qui dit le retrait de l'armée coloniale française, oui, des territoires marocains. On a fait des rifins des trafiquants de drogue. On a fait des rifins 3 ans après, en 59, la culture du cannabis a commencé déjà avec la bénédiction du roi roi Hassan de l'époque. Et ça a pris au fil des années, les surfaces augmentaient, et le business devenu encore plus important. La demande sur le plan régional et international aussi augmentait. Aujourd'hui, on se retrouve avec des milliards générés par cette activité. Alors des estimations de Mohamed Touarabi, jusqu'à il y a quelques années, on recensait à peu près 300 hectares qui étaient consacrés, dédiés à la culture du cannabis. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 135 000 hectares. On parle. C'est énorme. Déjà, officiellement, ce qui est reconnu comme surface qui sont soumises. Officiellement, on parle de 3 000 hectares. Mais là, on a l'impression que pratiquement 3 000 hectares, ça, c'est les surfaces légalisées, c'est-à-dire qui ont bénéficié, au fait, depuis la création de l'Agence nationale dédiée justement à la culture du cannabis. À la régulation de la culture du cannabis. Soit-disant la régulation, mais aussi le contrôle et la prise en charge et tout. En 2021, c'était dans le sillage de la légalisation de cette culture à travers une loi. On délivre chaque année, l'agence délivre des licences d'exploitation avec bien sûr l'affectation du surface, donc des terres dédiées à ça, mais aussi des financements. Parce que aujourd'hui, le Maroc est les-mêmes autonome, indépendant sur le plan de semences. C'est-à-dire les produits localement. Avant, il importait d'Europe. Aujourd'hui, il a réussi carrément maintenant à avoir. Donc c'est pour vous montrer à quel point que la culture du cannabis est au cœur de la stratégie économique marocaine et au-delà. Rien que l'année dernière, pratiquement 3000 nouvelles licences ont été délivrées. Aujourd'hui, en libérant pratiquement 5000 narcotrafiquants qui étaient déjà dans la culture du cannabis. Donc c'est 5000 nouvelles licences qui seront délivrées puisque le ministère de la Justice explique que ces gens-là seront introduits dans le secteur formel. Il faut s'attendre à une production en quantité industrielle. Donc l'objectif, c'est d'augmenter d'une manière considérable les quantités du cannabis qui sont produites pour énoncer encore davantage le marché international. Ici, ça ne peut pas être justifié par l'argument selon lequel c'est destiné à des fins thérapeutiques. C'est des quantités astronomiques. Alors là, en ce moment, on est à peu près à 23 000 tonnes de production d'herbe qui, transformée, donne 800 tonnes de résine de cannabis. Dans les prochaines années, on risque d'assister à une véritable explosion de cette Oui, déjà les chiffres, les projections des autorités marocaines officielle par rapport au secteur légal. Qui représente, c'est une infime partie, parce que le gros, il est toujours dans l'informel. Ça, c'est une devanture pure pour pouvoir justement... Une façade
pour pouvoir profiter mieux de l'activité illégale qui est plus importante. Donc légalement déjà, ils font des projections sur 2028 avec l'augmentation des surfaces cultivées et ça va générer officiellement pratiquement plus de 6 milliards de dollars. Vous imaginez. Ouais. Ça c'est le côté légal qui reçoit les autorisations, Oui, sans compter l'activité qui est florissante, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est loin d'être remise en cause. Au contraire, elle est davantage encouragée quand on libère des narcotrafiquants. C'est une prime donc à ce trafic. C'est un encouragement de ce trafic parce que il y va de l'existence du royaume aujourd'hui. Le royaume tient grâce à cette activité. La monarchie, donc je parle du royaume, donc c'est la monarchie marocaine, c'est l'avenir de la monarchie marocaine qui dépend justement de cette activité. Alors le marché du cannabis thérapeutique, les spécialistes l'estiment à peu près à 50 milliards de dollars en 2028. Donc il sera de 50 milliards de dollars en 2028. Donc ce n'est pas l'important. Donc aujourd'hui, la décision du roi de libérer un contingent, un bataillon de trafiquants de drogue est un stratagème en réalité sous prétexte qu'on a légalisé la production de cannabis pour produire du cannabis thérapeutique, etc. est un stratagème en réalité mis en place pour couvrir une activité illégale. Bien évidemment. Parce qu'au fait, cultiver un peu de cannabis à des fins médicinales ou thérapeutiques, c'est pas, on peut l'autoriser. Il y a d'autres pays qui l'ont autorisé, mais pas à ce rythme, pas avec ces volumes que produit le Maroc. Il est bien clair que c'est une guerre qui est lancée, c'est pour inonder le marché international. C'est loin d'être une simple activité à des fins médicinales ou thérapeutiques, comme le laissent entendre les Marocains. D'ailleurs, même la libération de ces prisonniers est qualifiée par la presse marocaine elle-même d'inédite et d'historique, dans le sens où on ne libère pas des narcotrafiquants. Ils ne peuvent pas être touchés par une grâce présidentielle ou une grâce royale comme au Maroc. Alors j'ai deux questions à vous poser, M. Touarabi. Un, quelle est la conséquence maintenant d'une telle décision sur la région? Il faut s'attendre à une augmentation vertigineuse de la production de la résine de cannabis, donc à une augmentation des quantités. Et ça va créer, ça va encore davantage poser problème aux pays de la région d'abord. Qui sont déjà inondés sachant que en plus de cette activité donc du trafic du kiff, il faut l'appeler comme ça, les réseaux marocains de trafic de drogue récupèrent la cocaïne de l'Amérique latine. Oui, j'allais vous poser la question. Et l'utilisent à travers les mêmes circuits. Oui. Donc il y a le cannabis à côté et il y a les drogues dures, l'héroïne et la cocaïne, qui proviennent avec lesquelles ils sont en train d'empoisonner toutes les populations du Sahel, allant de la rive atlantique jusqu'à la mer Rouge. Aucun pays n'est épargné. Tous les rapports de l'ONU l'indiquent. Récemment, il y a eu un rapport en 2024 justement sur la drogue, où une alerte a été lancée par les Nations Unies sur l'augmentation vertigineuse du cannabis, mais aussi d'autres drogues dures qui sont commercialisées à travers les mêmes circuits que le cannabis, donc à travers les circuits marocains du cannabis, sachant que le Maroc a mis en place, de par son ancienneté dans le domaine, et aujourd'hui il est le leader au niveau régional en termes de trafic de drogue. C'est là la palme d'or dans ce domaine. Il a à la fois des voies maritimes et des voies terrestres. Des voies maritimes, il y a la voie la plus directe, c'est avec l'Espagne. Parfois ça fonctionne, parfois il y a des renforts. Donc il y a des problèmes qui sont posés notamment par la marine espagnole qui renforce un peu le contrôle de son périmètre maritime. Donc le Maroc fait passer par des voies maritimes vers des pays jusqu'au golfe de Guinée. Ils vont jusqu'au golfe de Guinée pour une partie de la drogue latino-américaine
américaine vient au golfe de Guinée. Elle remonte parfois par route elle vient jusqu'au Maroc. Oui. Parfois, elle vient jusqu'au Maroc. Oui, oui. Il redescend au golfe de Guinée. Oui. Tellement que les réseaux marocains ils sont très sophistiqués. Oui. Ils ont mis beaucoup d'argent parce que le journal espagnol rapporte beaucoup d'argent. Le journal espagnol, en février dernier, si ma mémoire est bonne, a justement parlé d'une affaire, d'une quantité de drogue en provenance du Maroc vers les côtes espagnoles, qui a été transportée avec justement l'aide de la marine royale. Oui, oui. Marocaine. Oui. C'est écrit dans la presse espagnole. Ça n'a jamais été démonté par les Marocains, ou même la DGST, dirigée par Abdelatif Hamouchi, est impliquée directement dans ce trafic. Vous savez qu'il y a quelques mois, au niveau des frontières algériennes, il y a eu un baron du trafic de drogue qui a été arrêté, Abdelghani Chenna, dit Abdelghani Arlid, et qui a avoué qu'il travaille pour un réseau qui dépend directement de Abdelatif Hamouchi, qui est chargé de la sécurité du territoire, donc de la DGST. C'est pour vous dire que si les réseaux de trafic de drogue marocains s'ils sont très sophistiqués, c'est parce que ils bénéficient des moyens de l'État marocain, des moyens des services de sécurité marocains. Oui, donc la situation présente, Mokhtar Touarabi, va demander davantage de moyens pour contrer donc ce trafic de drogue, davantage de vigilance et davantage de mobilisation. Tout à fait. Si vous avez des pays voisins comme l'Algérie, qui est quand même un pays et nous puissant, partageons une grande frontière, une longue qui a et mis grande beaucoup de moyens, le... qui a réussi donc à sécuriser sa frontière, à enrayer ce trafic, oui. La frontière ouest avec le Maroc, mais malheureusement, nous avons des pays fragiles, vulnérables, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour lutter contre ce trafic qui a pris une ampleur considérable, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Tchad et d'autres pays de l'Afrique, qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de faire face à ces flux. On assiste à une offensive des trafiquants. C'est une guerre carrément qui est déclarée, parce que le Maroc... Vous venez de le dire, effectivement, c'est une guerre. C'est une guerre. Le Maroc, l'arrière-pensée, c'est à la fois corrompre. Avec cet argent, il réussit à entretenir tous les réseaux de clientélisme. J'allais vous poser la question, à quoi sert l'argent de la drogue? Tout d'abord, surtout celui qui profite au Maroc. Tout d'abord, à maintenir la monarchie marocaine en place. D'accord. Parce que c'est une caisse noire qui utilise pour acheter une clientèle, pour entretenir une clientèle, pour sécuriser le pouvoir en place à travers la corruption, à travers l'entretien des réseaux de clientèle qui peuvent être à tous les niveaux, que ce soit au niveau médiatique, au niveau de l'euro-rouage du pouvoir, et même au niveau des dirigeants avec lesquels des partenaires étrangers. Le Maroc n'hésite pas à dégainer le chéquier pour justement acheter à travers cet argent justement des hommes d'affaires, des responsables à tous les niveaux. Au niveau des instances régionales aussi, cet argent il est utilisé, que ce soit au niveau sur le plan footballistique ou sur d'autres plans, pour défendre les visions et la doctrine marocaine au niveau régional. Cet argent, c'est une arme qui est utilisée par le Maroc pour déstabiliser des pays. C'est une arme de déstabilisation massive. Tout à fait, pour déstabiliser des pays, pour rallier d'autres à sa cause. À sa cause. Voilà. Notamment son projet expansionniste, son projet... Tout à fait, pour justement tout ça autour, comme ils ont toujours considéré que coloniser, maintenir donc le Sahara occidental sous l'autorité de force, alors que c'est un territoire à décoloniser, il va de l'avenir de la monarchie. Donc pour eux, c'est une question existentielle, parce qu'ils ne peuvent pas exister autrement. Ils savent que la population marocaine n'est pas d'accord avec la façon avec laquelle le pays est dirigé. Et donc ils lient ça à la cause, à l'histoire du Sahara occidental. Ils cherchent à acheter des soutiens. Des soutiens pour
pour justement donner un semblant d'acceptation de ce fait accompli qu'ils veulent imposer à la communauté internationale. On a vu qu'ils bénéficient de la complaisance de certaines puissances, à l'image de la France, des États-Unis aussi, qui sous Trump, qui sont allés jusqu'à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, mais c'est pas suffisant pour éliminer cette cause qui est une cause noble, défendue pour tous les États, par tous les États qui ont enduré justement le colonialisme et qui considèrent, comme le fait à juste titre les Nations Unies, c'est une histoire de décolonisation et que le peuple sahraoui, comme tous les peuples du monde, a le droit à l'autodétermination, a le droit de choisir le statut qu'il donnerait à ce territoire, qu'il soit indépendant ou qu'il soit sous un autre statut. Oui, le peuple sahraoui a droit à l'autodétermination. Tout à fait. Donc c'est au peuple sahraoui de décider du destin qu'il veut justement. Et aujourd'hui le Maroc, à travers l'argent de la drogue, il essaye justement de déstabiliser des pays qui soutiennent la cause sahraoui, parce que c'est le principal dossier sur lequel il mobilise tous ses moyens aujourd'hui au niveau régional et international, mais aussi de corrompre d'autres dirigeants pour qu'ils soutiennent son plan d'autonomie qui ne va pas aboutir, bien évidemment, parce que on a vu de par l'histoire que tous les colonisateurs ont fini par être vaincus, d'une manière ou d'une autre. Merci. Nous ne pouvions pas trouver un meilleur mot de la fin pour Ranaï Touarabi. Merci pour toutes vos analyses, vos commentaires et tous les chiffres que vous venez de nous donner. Alors nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui et réalisée par Hassiba. À la barre technique, il y avait Yasmine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Merci de nous avoir suivis. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir et surtout, bon courage, prenez soin de vous.